tous, bienvenue dans ce Trendstalk et joyeuse année déjà à tous. Nous allons balayer un peu une année 2025 qui a été spectaculaire sur le plan politique et économique en Belgique et on balisera aussi un peu ce que l'on peut attendre de 2026. Pour ça, on reçoit Philippe Ledan, qui est senior économiste d'ING, un habitué de la maison. On est ravis de pouvoir discuter de cette fin d'année qui a quand même été, je disais, spectaculaire. En tout cas, il s'est passé des choses, ça on peut le dire. Et alors j'avais envie de commencer en Belgique 2025. Ça a été l'année de l'Arizona parce qu'elle a commencé en début d'année. Elle a pas mal agi, la coalition fédérale dirigée par Bart De Wever. Est-ce que selon vous, c'est pour le meilleur? Est-ce qu'il y a des décisions qui étaient attendues, qui sont enfin prises? En tout cas, il y a une volonté de réforme. Alors, est-ce que 2025 a été vraiment l'année de l'Arizona? Oui, factuellement, ils se sont mis en place. Probablement que ce sera plus 2026, l'année de l'Arizona, parce que toute une série de mesures, la plus grande partie des mesures et des réformes qui ont été décidées vont entrer en application en 2026. Donc, c'est probablement plus là qu'on va voir... L'impact sera réel à ce moment-là. Voilà, exactement. Jusqu'à maintenant, finalement, ça a été beaucoup de discussions, de négociations, souvent plus difficiles que prévu. Certains textes ne sont pas encore prêts, c'est vraiment en 2026. Alors, donc ça, c'est par rapport à l'année de l'Arizona. En même temps, ça s'est terminé cette année par un accord budgétaire conclu au forceps. On avait même cru qu'il passerait le temps jusqu'à Noël, ça n'a pas été le cas. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, malgré tout, on remet des balises, on rentre peu à peu dans les clous ou pas encore? Donc, il y a cette volonté de réforme, ça c'est indispensable, c'était indispensable, et encore une fois, on peut le voir comme on veut, on peut être d'accord ou pas d'accord d'ailleurs avec les mesures qui sont prises, mais sur le fait que nos finances publiques étaient sur une trajectoire complètement explosive, ça ne relève pas de l'interprétation de quoi que ce soit. C'est juste les chiffres. Et d'ailleurs, que ce soit le comité de monitoring, que ce soit le bureau du plan, que ce soit même l'opposition qui dit regardez, avec l'Arizona, le déficit va se dégrader. Oui, mais ce n'est rien d'autre que l'extrapolation de ce qui se passait jusqu'à présent. Donc là, il y a au moins une volonté de réforme. Pour répondre à votre question, est-ce que maintenant on peut dire grâce on retrouve une trajectoire. On retrouve une trajectoire. Ouais. Alors, jusqu'à quel point elle est de nouveau soutenable? Allez, globalement, grosso modo, si on prend des hypothèses raisonnables, ce qui a été mis sur la table aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui... Donc réforme et accord budgétaire, voilà, parce que c'est deux choses... Ouais. Ça nous emmènera probablement plutôt quelque part entre 4 et 4,5% de déficit à l'horizon 2029. Donc ce n'est pas assez. À 4,5% de déficit, donc 4,5% du PIB de déficit, à l'horizon 2029, vous ne stabilisez pas... Donc il y aura encore des contrôles budgétaires. Voilà, vous ne stabilisez pas la dynamique de la dette. Le taux d'endettement continue d'augmenter. Pour stabiliser ce taux d'endettement, vous devez plutôt aller aux alentours de... 3,5 pourrait être sûr, entre 3,5 et 3,8 de déficit. Là, vous stabilisez le taux d'endettement, puisqu'on a quand même une croissance économique qui nous permet d'avoir... légère, qui est autour de 1%. Oui, mais on peut y ajouter l'inflation, et donc alors on est à 3,5% de croissance. Et donc on peut avoir un certain déficit sans que le taux d'endettement n'augmente. Mais à 4,5, ce n'est pas le cas. Donc... oui, il faudra encore... il faudra voir que les réformes donnent leur impact. Et deux, très clairement, il faudra encore d'autres efforts, d'autres accords budgétaires, d'autres réformes. On a déjà fait du lourd, là, non? On est dans un effort qui était quoi? Oui. On parlait autour de 9 milliards en fin d'année. Il y avait déjà eu plus de 20 milliards qui avaient été décidés. Oui. Alors, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de projections. Souvent, c'est
à terme, c'est à la fin de la législature. C'est un budget pluriannuel d'ailleurs, voilà, tout à fait. On arrive à ces chiffres-là. Si on prend l'accord ici d'il y a quelques semaines, c'est 2,2 milliards l'année prochaine. Oui, c'est important de le préciser. Effectivement, c'est une perspective pluriannuelle, donc, ce qui était d'ailleurs la volonté du Premier ministre. C'est bien. Mais donc oui, il y a du lourd qu'il faut remettre dans son contexte, mais il y a du lourd. Oui, il y a des réformes très importantes en matière de pension, en matière de marché du travail. Encore une fois, est-ce qu'il ne faudra pas les adapter ? Vous savez, tout ça est devenu des systèmes tellement complexes qu'on ne peut pas présager des effets induits ou de cas ou de groupes de personnes qui sont particulièrement touchées. Or, on ne voulait pas nécessairement les toucher. Donc, je n'exclurais pas qu'il y ait des adaptations. Alors, là où je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel, c'est que si vous regardez aujourd'hui, on a surtout travaillé sur la prestation en tant que de service public ou de bien public. On ne travaille pas nécessairement beaucoup sur la dépense de fonctionnement. Donc de l'État, donc les institutions. Voilà. Alors, c'est en partie parce que la fameuse lasagne institutionnelle et le fédéral a moins de marge de manœuvre qu'il y a 20 ans en la matière, mais tout ça coûte énormément. Et donc, tant qu'on ne réforme, je ne vais pas dire s'attaquer, parce qu'il y a pas, c'est pas une question d'attaque, mais tant qu'on ne réforme pas la dépense de fonctionnement, si vous regardez, vous prenez l'année 2025, on est à 300 et des milliards d'euros de dépenses totales des services publics en Belgique, tout secteur confondu. Sur ces 300, vous en avez une centaine de dépenses de fonctionnement. Et après, vous avez les prestations. Ça veut dire des fonctionnaires, ça 77 veut dire... milliards de paiements de salaires de fonctionnaires, 26 milliards de simples dépenses de fonctionnement. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, je dis simplement que probablement que là, il y a des gains d'efficacité à faire sans qu'on doive sans cesse toucher à la prestation finale. Jusqu'à présent, oui, on met un malus pension, c'est-à-dire, voilà, on coupe de la prestation finalement. Est-ce que... on veut inciter les gens à rester au travail, ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs. Mais ouais. Voilà, alors, et ça c'est le côté, il faudra encore vérifier que ça marche. Mais est-ce qu'à un moment on ne sait pas arriver à mettre plus d'efficience économique dans la dépense de fonctionnement? Probablement que là, et donc là derrière, il y a des gains de productivité, il y a différentes réformes qui peuvent être mises en place qui permettent finalement de maintenir un même niveau de prestation en tant que biens et services publics, mais avec moins de moyens. Parce que certains disent maintenant on est un peu à l'os, enfin quelque part on peut toujours évidemment revenir sur certains acquis, oui. Etc. Mais malgré tout, c'est d'ailleurs pour ça que le dernier exercice budgétaire était compliqué, c'est que oui. on arrivait à un moment où il fallait des taxations. On est probablement à l'os de ce qui est socialement acceptable. Au-delà, on va probablement face à une opposition plus dure dans la rue, ce qui n'est pas bon non plus. On l'a très bien vu en France, parce que là où la volonté de réforme mal comprise et vraiment non acceptée, c'est un mouvement qui peut s'étendre et au final, on ne fait plus rien. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il y a à éviter. Et dans ce cadre-là, autant probablement que par le passé, on a fait des erreurs à être trop rapidement et trop généreux dans certains domaines, autant effectivement revenir en arrière est devenu extrêmement difficile. Et effectivement, ça veut dire que dans ce cadre-là, on en est à augmenter les taxes. Parce que le débat a été... Alors, on sait qu'il y a eu tout ce débat sur taxe. Le MR a voulu s'y opposer. Il y en a quand même pas mal. L'opposition a beau jeu de le dénoncer. Il y a eu des points de fixation. Il y a eu l'indexation plafonnée. Oui. Il y a eu la TVA. Il y a quand même malgré tout des taxes compte titres qui sont là. Taxes bancaires. Oui, bien sûr. Donc,
on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de taxes. Non, c'est clair. Je veux dire, il y a clairement une augmentation de toute une série de pression fiscale, en tout cas. Voilà, de pression fiscale. Si vous creusez aussi la non-indexation pour les salaires au-delà de 4 000 €, ouais. Alors, dans le grand tableau budgétaire du gouvernement, elle va passer comme une coupe dans les dépenses, parce qu'effectivement, pour les salaires des fonctionnaires, c'est une coupe dans les dépenses. Après, pour le salarié du secteur privé, il le voit surtout comme une taxation supplémentaire, quelque part. Hein, c'est de dire, ben voilà, mon salaire aurait dû être augmenté, mon employeur va payer la moitié au gouvernement et moi, je ne vais rien recevoir. Donc, au final, c'est une taxation de plus. Donc, même des mesures qui sont passées comme non-taxation sont en fait des taxations déguisées. Et au final, oui, on a une augmentation de taxes. On s'en doutait un peu. Hein. Je veux dire, encore une fois, aussi longtemps qu'on ne s'attaque pas à la dépense de fonctionnement, à ce que tout ce système coûte, les doublons entre les niveaux de pouvoir et autres, ou les institutions... Mais c'est important ce que vous dites, parce que ça veut dire qu'il y a cette marge-là. Oui, bien sûr. Vous savez, c'est ce que j'ai toujours dit. On a une chance en Belgique, c'est qu'il y a une certaine inefficience de fonctionnement qui fait qu'on a de la marge de manœuvre. Ce serait beaucoup plus ennuyeux d'avoir les déficits que l'on a aujourd'hui dans une économie où tout est parfait, tout fonctionne de manière totalement efficiente. Pour nos téléspectateurs qui nous regardent, ils doivent se dire je termine l'allée, je vais manger ma bûche ou mon gâteau et je vais entamer la prochaine, en sachant que on vient chercher dans ma poche des choses qu'on aurait pu la chercher ailleurs. Je suis un peu populiste en disant ça, mais... Encore une fois, tout est une question d'équilibre et c'est très facile aussi dans un plateau fin d'année de dire voilà, il faut s'attaquer à l'efficience dans les biens et les services publics. C'est un chantier de 5 ans, hein, si on voulait... Voire même de 2 législatures, en réalité. Fait, si on voulait vraiment dire, voilà, allez, on a toute une série de problèmes. C'est un exemple que je prends souvent. À la fin des années 50, début des années 60, il y a eu la commission de Vogel, les lois d'expansion économique, qui partait du constat que la Belgique n'arrivait plus à générer la croissance des autres pays, des pays voisins. Et donc, vraiment, voilà, comment est-ce qu'on fait ? Quels sont nos problèmes ? Donc, ce sont des chantiers qui sont énormes, où la dimension politique doit être écartée, on doit beaucoup plus écouter les experts dans tous les domaines, revenir à la base de ce qu'est le fonctionnement d'une économie. Donc, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense, mais... Pour moi, l'étape suivante ne peut être que celle-là, parce que sinon, on va se rendre compte qu'on doit encore faire des efforts, alors que tout le monde va avoir vraiment l'impression d'en avoir déjà fait tellement, et socialement, ça va devenir de plus en plus difficile. Donc le challenge est important, mais il ne faut pas se leurrer, il faudra encore faire des efforts. Mais alors, il y a une clé que l'on évoque aussi, qui est celle... de la croissance, de la création d'emplois. Là aussi, il y a des objectifs qui sont ambitieux. Bon, on a parlé de 550 000 emplois à créer. On sait le taux d'emploi 80%. On sait que la croissance, on doit la doubler. Il y a tout le débat sur la compétitivité. Mais est-ce que ça, c'est aussi une clé qui est sous-estimée aujourd'hui ? C'est le cœur. Tout doit être axé là-dessus. Si vous voulez, c'est le cas ? C'est la sortie par le haut. Si vous regardez aujourd'hui, 2025 aux États-Unis, on va avoir une croissance de 1,1%. Et tout le monde est globalement content. C'est 0,3 par trimestre. Franchement, en début d'année, on n'espérait pas nécessairement ça. Vu le contexte global, notamment. 1,1%. Je veux dire, c'est la moitié de la croissance qu'on délivrait il y a 15 ans. On sait pourquoi, vieillissement de la population. Il y a toute une série de raisons très claires. On sait pourquoi. Mais... il ne faut pas chercher très loin pourquoi on a tellement de difficultés, pourquoi est-ce qu'on doit couper dans les dépenses, pourquoi est-ce qu'on ne peut plus se permettre une inefficience des biens et des services publics, pourquoi faut-il augmenter les taxes ? C'est parce que la source de revenus de l'État, qui est l'activité économique, eh bien cette source... parce qu'elle est négligée ? Elle est un peu tarie. Alors, différents éléments. Parce qu'on a quand même, que ce soit au niveau européen, mais aussi au niveau belge dans le débat politique, on a été bienveillant par rapport à toutes ces théories de décroissance et autres. Et donc finalement, le bonheur n'est pas là. Donc
et bon, jusqu'au moment où on se rend compte, ah oui, mais c'est la croissance qui finance les biens et les services publics, c'est la croissance qui finance les pensions. Notre sécurité sociale. Et donc, ça n'a plus été la priorité. Et puis, voilà, après, c'est une conjonction de peut-être qu'on s'est trop centré sur d'autres objectifs. Encore une fois, ce n'est pas que un challenge pour la politique économique, c'est l'affaire de tous et toutes. Je vais dire, c'est aussi les entrepreneurs. Ils ont des idées, mais alors pourquoi n'arrivent-ils pas ou préfèrent-ils développer ces idées ailleurs? Ne le font-ils pas en Belgique? C'est l'affaire aussi des partenaires sociaux. Moi, je ne crois pas dans l'idée que c'est la politique économique qui guide l'ensemble de l'économie. C'est une mobilisation quelque part de tous les acteurs qui doit être orientée vers cet objectif. Exactement. Et donc, si vous voulez, vous pouvez continuer comme ça à vivoter avec 1,5% de croissance, les super années, en travaillant sur l'efficacité des services publics et en resserrant encore un petit peu la prestation elle-même. Ça nous fera encore gagner un peu de temps, mais pas plus que ça. Le nerf de la guerre, le cœur, la mobilisation générale, l'objectif que nous devrions collectivement nous fixer, c'est de la croissance économique, de la productivité, de la compétitivité. Et justement, on a des idées. Compétitivité, il est revenu quand même régulièrement. Alors, il y a des petites mesures. On parle maintenant de la norme énergétique pour les industries qui souffrent fortement. Mais est-ce que, globalement, on a assez embrassé cet enjeu-là? Non, probablement. Mais aussi, faute de moyens. Regardez en Allemagne. Voilà, on va... parce qu'ils avaient un budget plus sain que le nôtre. Exactement. Oui, mais un jour... Allez, combien de fois ne l'a-t-on pas dit attention, on en a déjà parlé ensemble souvent. Ça va nous exploser à la figure. Un jour, ça explose à la figure, effectivement. Et là où l'Allemagne peut maintenant garantir, ou propose de garantir à son industrie intensive en énergie à un prix de 5 cents du kilowattheure, alors que jusqu'à maintenant c'était 15, hop, on coupe par 3. Qu'est-ce qu'on peut faire en Belgique? Oui, effectivement, d'autres pays sont en train de prendre des mesures. Nous, on relance un plan énergétique, mais qui sera sans doute dans 10, 15, 20 ans d'horizon. Et avec des moyens qui sont moins importants. Donc, voilà, il y a aussi tout le legacy du passé, encore une fois. Et encore une fois, c'est comme je disais, c'est revenir à la base. À la base, c'est quoi? On a besoin d'énergie, on a besoin de bras, on a besoin de cerveau et on a besoin d'idées. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? Alors, on n'était déjà plus trop d'accord sur l'idée de la croissance elle-même. On était plutôt sur le partage des fruits de la croissance qui n'existe de moins en moins. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait dans tous ces domaines? Mais ça, c'est vraiment le cœur. Aussi longtemps qu'on n'arrivera pas à redéployer une économie qui a une croissance plus importante, qui se fonde notamment sur l'industrie, donc oui, il y a des questions de compétitivité derrière, mais encore une fois, est-ce que vous pensez vraiment que... est-ce que c'est les géants de la tech américaine, est-ce qu'ils se préoccupent vraiment de leur productivité? Enfin, je veux dire, ils ont juste les bonnes idées, les implémentent et ils avancent. Donc, quand vous avez des bonnes idées, la question de la compétitivité devient une compétitivité autre que la compétitivité. Et que vous ne lésignez pas sur les moyens pour y arriver. Exactement. Donc, que ce soit en aire de travail, que ce soit... Voilà, vous êtes sur une autre trajectoire, mais ça, il nous faut absolument vivoter avec le rythme de croissance qu'on a et qui va encore s'affaiblir au fil du temps, au fil du vieillissement. Oui, bien sûr, c'est très important de prendre des mesures pour essayer de compenser ça sur le marché du travail, au niveau de la réforme des pensions, pour que la prestation ne soit pas explosive, sur l'efficience des biens et des services publics, pour quand même utiliser de manière efficiente l'argent public. Mais avant toute chose, ou au-delà de tout ça, le chapeau qu'il faut mettre au-dessus, c'est comment est-ce qu'on régénère davantage de croissance économique? Comment est-ce qu'on peut vraiment utiliser... On a la chance d'avoir des bonnes universités, on a des bonnes idées, même dans les domaines de l'intelligence artificielle ou autres. On a plein d'innovations qui sont belges en technologie d'énergie et autres. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des champions mondiaux
comme on a eu ce qui ont fait le succès de l'économie belge. Est-ce que l'échelle à laquelle on doit réfléchir n'est pas en réalité européenne aujourd'hui ? Et est-ce qu'une des difficultés, c'est pas justement qu'on a une concurrence intra-européenne ? Vous avez dit l'Allemagne, on sait que la France a pris aussi un certain nombre de mesures qui, quelque part, nous font concurrence. Oui. Est-ce qu'on n'a pas justement oublié qu'il fallait qu'on mette toutes nos énergies ensemble pour faire... Parce que la concurrence, c'est la Chine, c'est les États-Unis, c'est les pays émergents. Dans un monde parfait, oui, ce serait le niveau européen. La réalité est différente. Effectivement, on voit quand même que le centre de gravité est plutôt en train de descendre au niveau des États. La Commission européenne est évidemment un peu mal prise parce que elle passe plus de temps aujourd'hui à détricoter toutes les politiques de sa précédente législature. Mais avec la même équipe, fondamentalement. Et donc, en plus de ça, il faut expliquer qu'on change, mais que ce n'était pas la mauvaise direction avant, etc. Donc, ça devient quand même très, très compliqué pour le niveau européen. Mais le fait que les pays se fassent concurrence est un élément qui est plus ennuyeux. On l'a dit au niveau de l'industrie. On le voit, les enjeux par rapport à des accords commerciaux internationaux sont différents d'un pays à l'autre. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Au niveau européen, on peut dire, oui, mais on y est gagnant. Oui, mais pour le pays qui est perdant, c'est très difficile d'aller l'expliquer à ces secteurs. Donc, voilà, dans le monde réel, puisque le niveau européen a un peu plus de mal à s'imposer, ne l'attendons pas non plus. Mais que peut-on faire face à des géants comme la Chine et les États-Unis ? On sait que les produits chinois vont potentiellement se déverser chez nous, c'est déjà le cas. On sait que les États-Unis sont partis dans leur logique America First, ça va être compliqué. Donc c'est de trouver comment, tout en ayant ce centre de gravité qui est un peu plus descendu au niveau des États, comment ces États peuvent trouver un intérêt commun dans certains domaines pour jouer un rôle. Il ne faut quand même pas oublier, il ne faut pas être négatif, on est en fin d'année, début d'année 2026. Sortons un peu les coupes de champagne. Voilà, il ne faut quand même pas oublier, on est une énorme puissance économique. Au niveau européen, on a un énorme marché avec du pouvoir d'achat. Alors, bien sûr, il y a des inégalités, des différences, mais enfin, à l'échelle de la planète, on a un énorme marché avec beaucoup de pouvoir d'achat. On a une énorme puissance économique avec des entreprises dans tous les domaines. Vous l'avez dit, beaucoup d'innovation, de créativité, des super de tout universités, une protection sociale qui est là et qui est très importante, qui participe très fortement au bien-être. Donc, je veux dire, tout n'est pas négatif. Après, il faut mettre tout ça ensemble avec des avis divergents et autres. Mais les instruments, les ingrédients pour régénérer davantage de croissance, ils sont là. Encore une fois, c'est plus facile à dire ici. C'est un chantier sur plusieurs années. Ça veut dire que peut-être on doit revoir certains de nos standards. Je faisais une interview d'un grand industriel en fin d'année, François Michel, qui a d'ailleurs quitté John Cockerill après, mais qui disait il faut qu'on abandonne une partie de notre confort parce que l'enjeu est important. Donc sans doute qu'il faut un peu revoir nos standards, mais que par ailleurs, vous l'avez dit, les atouts sont là. Oui, et finalement, en plus de tout ça, on a la feuille de route, c'est le rapport Draghi. Donc il y a plus d'un an... qui reste un peu trop dans le tiroir. Exactement, oui, mais enfin c'est quand même bien. Encore une fois, c'est la même chose que, comme je vous disais, notre chance, c'est qu'on a quand même une inefficience, donc on a le potentiel. Mais là, au niveau européen, on a fait l'étape suivante, qui est de dire... On identifie quels sont les chantiers à mener et tout ça est compilé dans un rapport. Donc ils sont quand même au niveau européen une étape plus loin. Mais voilà, ça demande à la fois d'assembler des pays qui peuvent avoir des avis différents et que la Commission européenne, que le niveau européen retrouve un rôle beaucoup plus moteur, là où aujourd'hui il est perçu comme un rôle purement régulateur ou autre. Alors Philippe Ledent, un des enjeux, on le sait en Belgique, c'est le redressement de la Wallonie et de Bruxelles, mais en tout cas la Wallonie était un enjeu important. Est-ce que vous avez l'impression que là, alors on revoit des structures, quelque part on dit qu'il faut faire mieux avec moins. Est-ce que là aussi il y a une conscience de l'enjeu et potentiellement un redressement ? Quelque part, par exemple, on profite du sursaut en matière de défense, donc ça peut être positif. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles ça va dans le bon sens ? On retrouve un peu les mêmes ingrédients.
une compréhension, une reconnaissance de la nécessité d'assainir les finances publiques et de retrouver une trajectoire plus correcte. De toute la difficulté de le faire à un moment où on doit faire beaucoup d'investissements. Ça empêche de mettre des moyens sur la table. Donc voilà, au moins il y a ça. Est-ce que la mécanique va se mettre en route ? Mais encore une fois, quand je dis mécanique se mettre en route, c'est pas la politique économique qui va tout faire. C'est est-ce que le contexte qui est le décor qui est planté par ce gouvernement va attirer des entreprises autrement qu'à coup de subsides. Je veux dire, si vous attirez juste des entreprises parce que vous êtes celui qui met X millions de plus en termes de subsides, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous devez vraiment attirer parce que on a envie on va trouver la main-d'œuvre, on a envie de développer un écosystème dans un domaine ou dans un autre. Un autre CEO, Thierry Huet de Biscuiterie de Sobry en Wallonie, me disait justement, en fait, on est peut-être au moment où il faudrait faire une forme de Big Bang fiscal à l'irlandaise ou à la portugaise pour dire à un moment, quelque part, la priorité, c'est d'attirer des entreprises et l'activité. Oui, mais c'est très difficile. Encore une fois, c'est très difficile dans un contexte où vous devez serrer les boulons budgétaires. Ouais. Et donc, il faut trouver un équilibre. Alors, il faut aussi, le point que vous soulevez est important, il faut trouver un équilibre entre le Big Bang et la continuité. La continuité, c'est ce qui vous assure aussi une certaine... de diminuer un peu les tensions sociales, de faire avancer les choses, mais sans brutalité. D'un autre côté, à force de tout le temps faire des compromis et la politique de petits pas, vous avancez, vous vous faites surtout dépasser par les autres. Donc, oui, probablement qu'il y a aussi la nécessité parfois de venir avec des choses plus brutales, qui secouent un peu plus le cocotier. Mais, vous savez, en tant qu'économiste, je dois être bien conscient qu'il y a une différence entre le monde parfait de l'économiste ou de l'industriel d'ailleurs et la réalité politique. La réalité politique, elle a une réalité économique, elle a une réalité plus sociale. Il y a une dynamique purement politique, de dire « mais moi, je dois me faire réélire la prochaine fois ». C'est quelque chose que l'économiste doit comprendre aussi. Et tout ça fait que le cocktail est quand même très, très compliqué. Et donc, c'est pour ça que je fais toujours attention, il faut que... oui, j'adorerais qu'au niveau européen, on implémente mot à mot le rapport Draghi. J'aimerais qu'on dise, effectivement, on va mettre en place des mesures de rupture importantes, à dose pas exagérée pour pas créer trop de tensions. Et pour ça, on va véritablement écouter les entreprises, le tissu économique, les experts. On va compiler ça et on va l'appliquer. Et tout le monde est d'accord d'aller dans cette direction. Tout ça, c'est très bien. C'est un peu la méthode par rapport à la rationalité économique. La dimension politique est plus complexe que la rationalité économique, malheureusement ou heureusement, mais c'est comme ça, c'est la réalité, point. Alors, un petit mot de Bruxelles, on ne va pas épiloguer longuement, d'autant plus qu'on est encore un peu dans l'incertitude réelle sur les mesures, majorité ou pas, mais certains ont mis en garde contre des risques de shutdown budgétaire, on parle bien de ça l'année prochaine. Est-ce que là, il y a quand même un signal d'alarme? En même temps, ça fait partie de l'entité belge et de l'entité européenne, donc il y a des garde-fous, j'imagine, mais est-ce qu'il y a un risque? Il n'y a pas nécessairement de garde-fou constitutionnel, alors là je sors de mon champ de la rationalité économique, mais si on regarde le juridique, il n'y a pas nécessairement une procédure qui existe très claire, mais ça expose probablement la région à une mise sous tutelle ou d'une manière ou d'une autre, pas dans le sens juridique probablement, en plus dans le sens... l'accompagnement de mesures fortes. Voilà, exactement. Maintenant, la situation de Bruxelles démontre en tout cas que autant la politique économique n'est pas tout dans une économie, on n'est pas dans des économies planifiées et il faut laisser le tissu économique avancer et se développer, autant l'absence de gouvernement qui est capable de mettre un cadre, de mettre en place certains éléments de politique économique peut vraiment être très dommageable. À la fois à court terme parce que ça fait peser des risques purement financiers ou de paiement pour des services. Mais le plus grave n'est-il pas plus à long terme? Combien de temps
est-ce que les prochains gouvernements vont mettre à résorber les dégâts de la situation actuelle? Ce sera probablement un temps assez long. Et ça, au-delà de toutes les invocations, il y a urgence, etc. Mais fondamentalement, attention, les dégâts à ne pas avoir de politique économique ou justement à avoir vraiment une situation que l'on laisse se dégrader, mais ça peut mettre énormément de temps après à la rétablir. C'est exactement la même chose que je disais au niveau des finances publiques en Belgique. Pendant des années, vous êtes plutôt sur d'autres discussions, plutôt que de dire, et le fait que les finances publiques soient saines et soutenables à long terme, vous mettez ça plutôt de côté. Mais après, vous allez passer beaucoup de temps à résorber cette situation. Donc ça, malheureusement, Bruxelles risque d'en payer les conséquences à l'avenir. Ce n'est pas une discussion de court terme sur shutdown, liquidité, etc. C'est vraiment, voilà, dans les prochaines années, probablement qu'on va passer beaucoup de temps à résorber les dégâts de cette situation. Merci beaucoup pour cet aperçu général. Philippe Ledan, senior économiste chez ING. On va abandonner un peu tout ça, le temps de festoyer joyeusement à l'année 2026 qui arrive. On espère qu'elle sera meilleure, ou en tout cas qu'elle marquera le redressement tant espéré. Merci à tous d'avoir suivi ce Trendstalk. Bonne fête à tous et joyeuse année. Et on trinque avec un verre d'eau. Merci à vous.